Oh là qui va là, inspecteur Jean-Paul. Et à quoi on a droit ? Eh bien, à un florilège d'enquêtes qui ont été menées cette année. Pour ce premier best-of de l'été, on vous a en effet réservé une compile des sujets les plus sulfureux que nous avons mis en lumière dans Power Boost. Il faut dire que cette année, il y a eu matière à nourrir notre rubrique enquête, la petite nouveauté de la saison 2024. Quand certains envoient des troupes au sol, d'autres nous vendent de quoi les nourrir pour financer leur combat. C'est un sujet épineux sur lequel on a mis le doigt en avril, vous allez voir. 2 ans après le début des tensions en Ukraine, nous avons constaté que l'importation de fertilisants minéraux depuis la Russie vers la France a augmenté de 86,5% en 2 ans. Et oui, elle est passée de 402 000 tonnes en 2021 à 750 000 tonnes en 2023. Ça représente quasiment 1/7 du marché français quand même. Et cela sans compter les engrais russes reconditionnés en Belgique avant de passer nos frontières, qui quant à eux seraient estimés à 300 000 tonnes en 2023. Ouch. Dans les deux cas, ces engrais russes sont achetés par les principales centrales d'achat agricole avant d'être revendus par la distribution agricole française traditionnelle. Un constat qui pose 3 questions de fond. D'abord, alors que nous finançons l'armée ukrainienne à hauteur de milliards d'euros pour l'aide militaire, quelle est la logique de financer aussi l'économie russe à travers l'importation d'engrais ? Ensuite, pourquoi le gouvernement met-il en avant la reconquête de la souveraineté alimentaire si on devient parallèlement de plus en plus dépendant ? Et enfin, pourquoi vouloir investir pour décarboner notre industrie si on importe davantage d'engrais ne respectant pas les mêmes exigences ? Notons que les engrais d'origine russe sont à peine 5% moins chers que les autres origines européennes. Mais le fait qu'ils proviennent de Russie n'est pas toujours indiqué sur les big bags. Sébastien, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Toi, tu es agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais d'où vient ton engrais ? Alors déjà, on a découvert toutes ces informations grâce à ton émission. J'avais aucunement conscience de cette situation, de cette progression. Bêtement, je pensais que mes engrais venaient d'ailleurs et pas du tout de Russie, puisqu'il y avait un certain nombre d'embargos en place. Donc ça me surprend énormément. Ça te pose un problème ou pas ? Oui, ça me pose un problème, puisque on est en Europe. Je pense qu'on participe tous plutôt de loin, mais à soutenir l'Ukraine. Et donc du coup, avoir cette information, ça me dérange. Globalement, ça pose quand même un problème de traçabilité, le fait que tu achètes de l'engrais sans savoir d'où il vient. Alors effectivement, on achète une marque, mais on fait confiance à la marque, on fait confiance à nos fournisseurs et on ne s'est jamais posé la question de la traçabilité. Et donc du coup, il va falloir qu'on évolue dans nos achats en posant cette question dès le départ, en plus du prix. Et tu sais qu'on achète moins d'engrais à d'autres pays, par exemple à l'Égypte, alors que ce sont plutôt des clients pour nous quand toi tu vas leur vendre le blé, notamment à l'export. Donc là tu continues à me choquer. Historiquement, l'Égypte était un gros producteur d'urée, je crois. Je pensais qu'on continuait à se fournir en engrais azotés auprès d'eux, aussi en Amérique centrale, je crois. Et donc du coup, je suis décontenancé par les informations que tu révèles. Merci beaucoup Sébastien. Je te remercie Jean-Paul. Alors, si vous ne connaissez pas la provenance de vos engrais, posez la question à votre coopérative ou à votre négoce, histoire de ne pas financer sans le savoir l'armée russe et aussi qu'on n'aggrave pas notre dépendance en attendant que le nouveau gouvernement s'empare de ce sujet. Mais on profite de ce best-of pour l'évoquer. Bonne nouvelle! Depuis qu'on a parlé de ce sujet, l'offre d'engrais russe s'est faite pour le moins discrète sur le marché français depuis quelques semaines. Alors, peut-être que les lignes bougent. Mais la situation géopolitique à l'est de l'Europe ne frappe pas que le secteur des engrais. Il perturbe de plus en plus les marchés agricoles. On vous a déjà parlé des poulets ukrainiens, du sucre ou bien des céréales importées en Europe à droit de douane réduit. Eh bien sachez que du côté agroéquipement, cela commence aussi à se tendre. Il y a d'un côté les constructeurs qui refusent de travailler avec la Russie pour des raisons éthiques ou parce qu'ils voient mal comment rapatrier l'argent, et de l'autre, certains constructeurs allemands qui sont vite repartis à la conquête des grandes fermes russes. Alors qu'outre-Atlantique, les entreprises américaines craignent toujours d'éventuelles amendes si elles se font prendre la main dans le sac. Bref,
nous vivons désormais dans une époque complexe où l'unité européenne est loin d'être affichée de part et d'autre de la frontière franco-allemande, en sachant que le pragmatisme économique et le business first restent une boussole toujours très forte outre-Rhin. Le conflit secoue donc un peu le microcosme des constructeurs, et pourtant, ils ont déjà matière à se ronger les ongles. Vous voyez de quoi je parle ? Le syndicat français des constructeurs et importateurs de machines agricoles, bon, pour la suite, on va faire simple, on va dire AXEMA, vient de communiquer sur les perspectives difficiles pour 2024 et 2025. Autrement dit, les constructeurs doivent s'attendre à vendre moins de machines aux agriculteurs. Pourtant, il faut relativiser ces projections. Rappelons qu'entre 2017 et 2023, la croissance du marché français des agroéquipements a bondi de 90%, dont 40% seulement résulte d'une hausse du nombre de matériels vendus. La hausse des prix en est aussi une raison, avec par exemple une augmentation de 12% en 2022 et 7% en 2023. Mais les arbres ne montent pas au ciel. Sur le premier trimestre de l'année 2024, la tendance s'est même inversée avec une baisse des carnets de commandes des constructeurs français de l'ordre de 11%. En fonction des résultats de la moisson, le chiffre d'affaires des agroéquipements français pourrait diminuer de 15% en 2024. Mais bonne nouvelle, les constructeurs annoncent que la hausse des prix des matériels sera limitée à 1% en 2024 comme en 2025. On va les croire, hein ? Et en attendant, on va suivre l'affaire de près. Et oui, même pour les constructeurs, la période n'est pas simple, d'autant plus qu'avec le développement du numérique, de nouvelles menaces font leur apparition. Ah, on dirait bien qu'on a été hacké. C'est ce que sont dit les employés de Lemken la semaine dernière. Souvenez-vous, on en avait parlé. Et on avait senti venir que la cybermenace pouvait fondre à n'importe quel moment sur n'importe quel constructeur. Alors, au LF Day, on a mis les pieds dans le plat et quelqu'un confirme quelque peu nos craintes. Je suis en compagnie de David. Guy, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors David, tu es le patron du groupe Burel. Est-ce que tu sens, toi en France, une pression de cyberattaque peut-être venant de Russie ou pas ? Alors oui, c'est quelque chose qu'on travaille, qui n'est pas récent. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se prépare. Et ça fait partie d'une stratégie, il ne faut pas être naïf, on parle de guerre hybride. C'est clairement quelque chose qui peut être très très pénalisant pour une entreprise. Et donc dans le groupe Burel, nous ça fait déjà plusieurs années que ce sujet est sur la table et on investit pour se protéger contre ce type d'attaque. Alors justement, si vous investissez, ça veut dire que vous avez des personnes qui surveillent un peu la pression qu'il peut y avoir. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il peut y avoir des attaques ? Alors je ne suis pas spécialiste, moi je ne suis pas informaticien, on a un service support avec des informaticiens, des informaticiens internes à l'entreprise, des sociétés externes, parce qu'il y a des sociétés spécialisées dans la protection dorénavant. Donc oui, la pression elle est forte, elle existe en France comme partout en Europe. Comment vous vous préparez concrètement pour éviter par exemple que les salariés soient des portes d'entrée pour d'éventuelles attaques ? Alors c'est ça, en fait il n'y a pas une stratégie, c'est un ensemble de choses qu'on essaye de mettre en place pour limiter ce risque. La porte d'entrée ça peut être le salarié justement, donc nous on a par exemple tout simplement une politique de sensibilisation de nos salariés et on fait par exemple des campagnes de phishing, c'est-à-dire qu'on envoie à nos salariés des vrais faux mails pour qu'ils soient pris la main dans le sac. Et on s'aperçoit que c'est une très très bonne façon de sensibiliser les gens parce qu'à partir du moment où ils ouvrent le mail et puis qu'ils déroulent l'objet du mail, on leur dit non, c'était un faux mail, mais si ça avait été une vraie attaque, vous auriez pu être un élément qui fasse rentrer le hacker dans l'entreprise. Bon, merci beaucoup David, et peut-être en conclusion, ce qu'on peut dire c'est que si vous travaillez dans un groupe des agroéquipements, il n'y a pas qu'en Allemagne où il peut y avoir la pression, il faut être vigilant. Ah mais même les agriculteurs ne sont pas à l'abri. Leurs objets connectés ont une fâcheuse tendance à être subtilisés ces derniers temps. Voyez plutôt. Tous les agriculteurs en parlent, les vols de GPS repartent de plus belle. Pour preuve, vous nous contactez sur notre messagerie pour nous dire que c'est de pire en pire. Et pourtant, une solution assez simple existe pour contrecarrer cela. Il suffirait d'implémenter une puce sur le matériel qui détruirait le logiciel à distance une fois le GPS reconnecté par les voleurs. C'est un peu le principe utilisé par les constructeurs de téléphones comme Apple en cas de vol. Alors certes, rajouter une puce, ça engendrerait un surcoût. Mais vu le prix d'achat des GPS,
ce serait quand même pas idiot. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que le ministère de l'Agriculture mette un petit peu le nez là-dedans? Ça pousserait les constructeurs à installer des solutions pour éviter ces vols. Mais d'ici là, si le sujet vous énerve, n'hésitez pas à laisser un message sur notre messagerie. Alors là, rien ne va plus, parce que si les GPS sont volés, les terres ont également tendance à foutre le camp, et parfois avec des méthodes discutables, on va dire. Savez-vous que l'agriculture française perd l'équivalent d'un département tous les 10 ans? Alors oui, on le sait tous, la construction de nouvelles zones commerciales et ronds-points ponctionne déjà depuis des décennies des hectares de bonnes terres. Cela s'appelle l'artificialisation des sols. Mais il existe un autre phénomène, plus récent, la consommation masquée. Et pourquoi ce nom super flippant? Eh bien, il s'agit en fait de l'achat de foncier agricole par des non-agriculteurs, conduisant au changement d'usage, alors que le foncier reste bien en zone agricole dans les documents d'urbanisme et ne fait pas l'objet d'un changement de vocation au cadastre. Un propriétaire en zone rurale peut acheter une terre agricole autour de sa maison pour, par exemple, agrandir son espace de vie, mettre de la distance avec ses voisins ou tout simplement pour spéculer. Ce qui semble peu impactant à l'échelle micro prend une toute autre ampleur lorsqu'on analyse la dynamique au niveau national. Ainsi, selon les derniers chiffres de 2022, 17 000 hectares de terres agricoles changent d'usage chaque année rien que pour la consommation masquée. C'est énorme! Aujourd'hui, la consommation masquée atteint un niveau se rapprochant de l'artificialisation des sols, selon les chiffres communiqués par la Fédération nationale des SAFER. Une tendance qui inquiète. En effet, les SAFER ont des difficultés à intervenir sur la consommation masquée, et ce pour deux raisons. Premièrement, l'acquéreur du terrain est très rarement un agriculteur, et deuxièmement, la multiplication de ces très petites surfaces, en général inférieures à 1 hectare, rend une surveillance très difficile. En plein débat national pour la souveraineté alimentaire, on remarque que pour le moment, cette pratique semble relativement épargner les plaines céréalières, alors que les zones côtières dites touristiques dans le sud et dans l'ouest de la France sont particulièrement touchées. Mais tout n'est pas perdu. Pour limiter le phénomène, les SAFER proposent différents leviers allant des actions en matière de veille, de la mobilisation des instruments de planification d'urbanisme dans les secteurs les plus affectés par le phénomène, en passant par l'accompagnement des propriétaires fonciers concernés en les sensibilisant aux enjeux environnementaux sur les parcelles acquises. Et voilà, ce premier best-of de l'été 2024 se termine. C'était certes un peu anxiogène, mais que voulez-vous, on est en 2024. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre best-of qui, promis, sera un petit peu plus optimiste. Bisous et bonne moisson à ceux qui ont commencé le chantier.